3, 2, 1. Here we go! Messieurs, dames, bonjour. Un grand merci d'être présent pour cette deuxième édition de la journée thématique Mont-Blanc à Sananche. Je voudrais remercier particulièrement Élodie André, qui nous a énormément aidés. Monsieur le maire, merci beaucoup. Également, Monsieur Morand. Voilà. Donc, le même principe pour ceux qui étaient là l'année dernière. Un cycle de conférences, Village des solutions. Il y a quelques nouveautés. Donc, Frédéric, qui avait animé la première journée thématique, fait partie également de l'équipe et on en est très fiers que tu renouvelles. Un grand merci au département, donc j'ai bien dit la mairie, la régie, également la région, un petit peu l'agence de l'eau, et voilà. Non, mais c'est quelque chose qui commence. J'ai reçu un très joli mot du président Martial Saillé. J'ai été assez touché par rapport à ce mot, donc qui nous encourage à continuer et à venir nous exprimer ici. J'espère que le programme vous plaira. On a fait véritablement tout un travail en comité de pilotage pour essayer de parler de la ressource, de la problématique de la ressource et surtout de votre territoire. Ce qui est important, c'est essayer de faire des constats, mais également de trouver les solutions, les apporter, les mettre en œuvre. Donc je vous remercie tous d'être venus. Passez une très très belle journée et je passe la parole à Bertrand du cluster Hauts-les-Manies qui nous accompagne également depuis l'année dernière et avec un grand plaisir. Merci à tous. Merci Jean-Claude Lasserre. Donc le cluster Haut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le cluster Haut s'associe aujourd'hui avec l'association Cyclo. Alors voilà, un partenaire qui nous vient d'Aquitaine, qui a une politique et un engagement sur le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, et qui présente aussi, vous avez vu, un petit salon de solutions. Hein. Ce sont les solutions qu'on propose des acteurs du territoire pour notre territoire alpin. L'association Cluster Haut, on en est à notre troisième partenariat avec le Cyclo. Notre objectif, c'est bien sûr d'apporter un savoir de connaissance sur notre bassin hydrographique, hein, le bassin versant du Léman et de l'Arve. C'est notre territoire d'intervention sur les trois cantons suisses et les trois départements français, plus les acteurs de l'Isère, hein, qui sont là aussi avec les partenaires et les universitaires jusqu'à Lyon, bien évidemment. Merci Frédéric Danhé de nous permettre avec pertinence d'avoir des témoignages et d'en tirer des leçons et des écueils aussi. Hein. Parfois, l'échec nous fait avancer. Donc voilà, nous on est persuadés que les solutions qu'on apportera et qu'on présentera ici dans les Alpes, en Haute-Savoie, pourront être réplicables sur l'entièreté du territoire alpin, hein, sur les 8 pays de cette chaîne de montagnes. Et donc voilà, j'espère qu'on n'oubliera pas nos glaciers. On a voulu aussi vous parler du projet Lac Sentinelle, puisque aussi nos lacs naturels alpins ont des usages, biodiversité, mais aussi des usages anthropiques pour nous, les êtres humains. Il faut qu'on en prenne soin. On aura un état d'art scientifique. Et puis merci aux acteurs, hein, de la table ronde institutionnelle aussi de nous dire les engagements prévus et sur notre territoire du département de Haute-Savoie, où le cluster est actif aussi dans le conseil de développement territorial du département avec la région et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Merci Frédéric, merci à vous, bonne séance et j'espère que la journée vous apportera beaucoup de solutions.
Merci Jean-Claude, merci Bertrand. Frédéric Denré, journaliste, chroniqueur magazine Marianne. France 5 également, général, si vous me voyez à la télé, c'est que tout va mal, c'est que ça inonde, c'est que ça sèche, c'est que ça s'éboule, c'est que ça brûle à Los Angeles. Enfin voilà, je suis le journaliste des catastrophes. C'est en général la façon dont on traite l'écologie dans les médias, mais une façon qui a beaucoup changé à partir de la canicule 2022, à partir de la sécheresse, où beaucoup des rédac-chefs et directeurs de plateau ont compris que ce qui est arrivé en France, oui, c'est ce qui arrivait avant dans les pays du Maghreb depuis 30 ans. Oui, ça peut arriver chez nous, on peut se retrouver dans des situations de pays du Sud avec 500, 600, 700 communes sans possibilité d'approvisionnement en eau, et que oui, on peut avoir des inondations gigantesques, même si elles sont moins mortifères que celles qu'a vécues Valence. Oui, on peut avoir des éboulements. Oui, on doit s'interroger sur une ressource qu'on pensait renouvelable à l'infini, qu'on pensait là tout le temps, en hiver comme en été. Eh ben non, avec les conflits d'usage qui ont été, pour avoir enquêté sur la question, et je n'ai pas été le seul, fort bien gérés durant la canicule de 2022. On pensait que les guerres de l'eau allaient ravager la France. Eh ben non, finalement on a des institutions, une gouvernance, comme il faut dire, qui gère à peu près bien les choses, même quand l'eau se tarit. Nonobstant quelques exemples malheureux. L'eau qui revient à la une avec les PFAS qu'on fait semblant de redécouvrir. Les PFAS, c'est en gros le téflon et vos Gore-Tex, parce que quand vous avez une veste de ski respirante et des pompes respirantes, vous émettez, mine de rien, ces cochonneries. Alors les PFAS, il y en a 12 000, il y en a quelques-unes qui sont extrêmement toxiques. Vous êtes ici un peu concerné, vu que vous avez une usine SEB pas loin. Donc les PFAS font peur à tout le monde. On mélange un peu le danger et le risque, mais quand même. Et puis derrière, il y a une autre polémique qui va arriver avec, vous savez, les produits de dégradation des tuyaux en plastique. Enfin bref, l'eau qui est censée être pure, comme le lait, l'eau est entachée et la population a peur, donc les élus ont peur, donc tout est remis en cause. Autre sujet d'interrogation qu'on voit chez mes confrères, et y compris au magazine Marianne, c'est les canalisations qui fuient, qu'il faut changer, tout ça va coûter très cher, alors que la France n'a pas un rond. Bref, c'est totalement déprimant, mais en fait non, cette journée est faite pour vous montrer que les choses avancent, que les choses se font, en dehors des plateaux télé où on discourt en permanence, et moi le premier, sur c'est tout qui va mal, l'État n'a rien compris, on va tous mourir, rendez-vous contre l'eau est cancérigène. Non, il y a des choses qui avancent largement. Et grâce à vous, acteurs locaux, voilà, je me tais. On va commencer par le 1. Est-ce que c'est un reflet? Est-ce que c'est un miroir? Est-ce que c'est un indicateur écologique? Les lacs d'altitude, qu'ils soient de plaine, qu'ils soient très très hauts, que ce soit des étangs ou des rivières. On va voir ça avec Christian Schferrer, Florent Artaud, Aurélie Boissezon et Gabin Jésus, que je vous demande d'accueillir. Ce qui veut dire... Alors, je ne vous ai pas parlé de la REUT, de la directive des rues, je ne vous ai pas parlé de la loi NOTRe, je ne vous ai pas parlé des canons à neige, je ne vous ai pas parlé des JO 2030 qui intriguent certains, comme d'ailleurs le canal Seine-Nord chez moi dans le Nord. J'ai oublié de vous dire que j'étais ch'ti, ce qui est quand même un drame. Le canal Seine-Nord, où des élus me disent « On l'a tant attendu, il arrive, mais est-ce qu'on aura assez de flotte pour le remplir ?» Bonjour, messieurs, madame, Christian Schferrer, vous êtes directeur d'Aster Haute-Savoie, c'est-à-dire le Conservatoire des espaces naturels du département de la Haute-Savoie. Florent Artaud, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Mont-Blanc et délégué à l'OFB, qui ne fait rien qu'embêter les agriculteurs, d'après le Premier ministre, et celui d'avant. J'ai signé une petite enquête dans Marianne sur le sujet, assez amusante. Bon, bref, on pourra en reparler plus tard. Aurélie Boissezon, enseignante-chercheur à la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève, l'EPIA, avec un H. Et Gabin Jésus, vous êtes chargé de mission à la Fédération départementale de pêche et protection du milieu aquatique de Haute-Savoie, FDPPM 74. C'est bon, je l'ai bien dit? FDPPM 74. J'ai oublié le A? Il y a un S qui s'est baladé au milieu, mais c'est juste un acronyme. Ah, parce qu'il y avait un S. D'accord. Bon, bref. Christian, les lacs alpins. Pourquoi? Les lacs sentinelles.
Alors déjà, est-ce qu'il y a une spécificité des lacs alpins et qu'est-ce qu'un lac sentinelle? Alors, du coup, je vais vous faire une petite présentation. Bah vas-y Christian. Allez. Donc, Attends, tu pars sans le bouton vert. sans le bouton vert. Oh là, ça commence bien. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire une petite présentation qui est plutôt une présentation qui est collectif, parce que ce n'est pas Caster qui intervient là. Nous, on a un rôle d'animateur de ce réseau des lacs d'altitude, mais c'est tout en collectif et je vous en ferai un petit détail dans le cadre de ma présentation, si ça fonctionne. Voilà, donc Lac Sentinelle, un réseau de suivi et d'études qui, du coup, tout d'abord, la première question, pourquoi étudier les lacs d'altitude? D'une part, parce que c'est des lacs qui sont, où il y a peu de pollution autour de ces lacs. C'est également des lacs d'altitude qui sont éloignés des sources de pollution, du moins en grande théorie. On verra que ce n'est peut-être pas toujours le cas. Réponse rapide vis-à-vis des changements qui sont devenus un peu notre quotidien. Et plus, ce sont aussi des lacs qui sont plus faciles à étudier que d'autres écosystèmes ou que les grands lacs, étant donné qu'on a une dimension intégrateur. Ça veut dire qu'on a des indications qu'on peut suivre en continu au niveau de ces lacs sur des questions de changement climatique, par exemple, mais aussi de pollution atmosphérique. Et aussi, une dimension qui est importante, c'est qu'on a une biodiversité qui est adaptée au froid. Donc, des sentinelles, des changements globaux, dans lequel il me paraît important de poser un peu, comme tu l'évoquais Frédéric, un peu la définition. On parle de quoi? Donc nos lacs, concernant les lacs d'altitude, c'est des lacs comme le décrit le CEMAGREF, qui ont des étendues d'eau permanentes supérieures à 0,5 et 3 mètres de profondeur et pas entièrement colonisées par la végétation aquatique. Donc au niveau des Alpes, on a 600 lacs au-dessus de 1800 mètres dans les Alpes françaises. Ça fait quand même un beau réseau. Et puis, ce sont aussi des milieux qui ont une sensibilité forte au changement climatique. On le voit par rapport aux quelques paramètres où on a les effets de tendance. Et puis, du coup, forte sensibilité de ces lacs aux évolutions climatiques, comme déjà évoqué. Un petit élément plus de clin d'œil, on se pose quelquefois la question, pourquoi existe-t-il de lacs de différentes couleurs? C'est vrai que quelquefois, on a des lacs verts, on a des lacs noirs, on peut avoir des lacs blancs, on a même des lacs qui peuvent être marrons. Et c'est vrai qu'on se dit souvent, c'est peut-être juste lié à des questions de luminosité. Non, c'est surtout lié à d'autres paramètres qui influencent la teinte et la couleur des lacs. Et c'est notamment des particules organiques ou minérales qui sont liées au bassin versant, qui donnent du coup, que ce soit le lac dans la Vanoise de l'Arpon, ou alors que ce soit le lac qui est situé dans le Mercantour pour le lac d'Arlonzier, par exemple, ou alors pour nos lacs plus proches, que ce soit Cornu et puis Brévent, on y reviendra. Pour ce qui est de ces lacs d'altitude, est-ce que ce sont des milieux préservés? C'est vrai que quelque part, même si globalement il y a moins de pression peut-être que par rapport à d'autres espaces naturels, on a quand même des lacs sur lesquels il y a des activités humaines. On peut y avoir du bivouac, on y reviendra, des présences d'infrastructures, par exemple des refuges ou des petits chalets. Et puis également une dimension qui est liée à la randonnée, qui a aussi son déploiement quelquefois plus important durant l'été en effectif, et puis le pastoralisme. Et puis il y a d'autres paramètres qui sont plus externes, c'est notamment le changement climatique, on en redira aussi quelques mots. Et puis il y a aussi un aspect, c'est les espèces exotiques envahissantes qu'on retrouve aussi maintenant quelquefois autour de ces lacs, et puis des dimensions de pollution atmosphérique notamment. En gros, ce réseau des lacs sentinelles, il est structuré autour de 3 grandes missions. Le premier, c'est améliorer la connaissance sur les lacs sur le fonctionnement de ces lacs d'altitude, dans lequel on a des suivis, des observations, des sites ateliers. On a aussi là-dessus une dimension qui est d'identifier les menaces qui pèsent sur ces lacs, notamment celles liées aux changements globaux. Et là, on a des travaux spécifiques sur ces questions-là, sur la gestion des lacs du bassin versant. Et puis il y a aussi l'enjeu de la... Hop. Non, ça c'est ton petit film d'une minute. Les lacs sont il est parti, le petit film, il n'y a pas de son. Qu'on ne le croit. Ah, si. Les sédiments qui s'y déposent permettent de décrire les conditions environnementales du passé. Étudier ces lacs est donc essentiel pour comprendre les interactions entre climat, biodiversité et activités humaines. Réunis autour de lacs sentinelles, des gestionnaires de milieux naturels,
des chercheurs et des usagers suivent et enregistrent de nombreux paramètres, comme la température de l'eau ou la biodiversité planctonique. Le site internet et la base de données du réseau permettent de proposer des outils de suivi d'une trentaine de lacs dans les Alpes et offrent par exemple un tableau de bord annuel de leur évolution. Pour en savoir plus sur Lac Sentinelle et le programme Sentinelle des Alpes, nous vous invitons à aller visiter les sites internet que voici. À bientôt. Il y a plein de fiches pédagogiques sur le site en plus de ce film. Motion appétit. Voilà, donc justement, ça fait le lien avec ce que tu évoques, Frédéric, c'est au niveau des outils, le site internet, des fiches sur 20 questions-réponses sur les lacs d'altitude, un livret illustré, et puis également un espace game sur les lacs. Donc on vous invite à venir découvrir ces éléments-là. Ce que je veux juste redire aussi, c'est que ce dispositif Lac Sentinelle fait partie justement de ce dispositif plus global à l'échelle des Alpes françaises, qui est porté par la zone atelier Alpes, sur différents dispositifs de suivi des changements globaux et qui s'inscrivent là aussi dans le cadre de l'Observatoire des écosystèmes terrestres au niveau national. Donc c'est-à-dire qu'on est bien dans une dynamique où certes il y a l'entrée lac, mais derrière il y a une approche plus globale à travers un lien avec l'ensemble des milieux à enjeu d'altitude et surtout de très haute d'altitude. Alors plus concrètement, quels sont le nombre de lacs qui sont étudiés dans le cadre de ce réseau? Donc plus de 30 lacs, en priorité sur les Alpes, ou sur les Alpes, donc, il y a un protocole qui est mis en place sur 20 lacs en 2024, mais on a également élargi ce dispositif Alpes à la Corse et aux Pyrénées. Donc là, on a, en dehors de ces 20 lacs, 4 autres lacs qui sont soit en Corse, soit dans les Pyrénées, qui font l'objet du même dispositif, du même protocole. Et on bénéficie là bien d'une dynamique nationale qui a lieu autour de ces lacs d'altitude, sur des suivis de différents paramètres, et dans lequel, pour la Haute-Savoie, pour parler aussi de ce qui est proche de nous, il est vrai que ces 5 lacs de haute montagne qui sont également situés en réserve naturelle, donc ils ont aussi une protection forte qui est posée dans ce cadre-là, et dans lequel, derrière, on a un lien fort, notamment avec les 3 parcs nationaux alpins, que ce soit Vanoise, Écrin, Mercantour, étant donné que ce collectif a émergé il y a 20 ans, notamment sur ce socle-là, mais qui a été élargi à d'autres acteurs, notamment des opérateurs comme EDF, et aussi on trouve dans ce dispositif des fédérations de pêche. Bon, là, vous avez un peu les lacs proches de nous, mais quelque part, c'est vos lacs familiers, que ce soit Port-Menat, que ce soit Anterne, que ce soit Cornu ou Brévent. Et puis, pour rester dans ma petite présentation, c'est de dire aussi de ce suivi des lacs qui font vraiment l'objet de protocoles standardisés, et dans lequel ça nous permet le fait d'avoir un socle commun, d'avoir des comparaisons qui sont basées sur les mêmes paramètres. Donc, soit des mesures de prélèvement pour des analyses en labo, soit des capteurs placés à l'année dans les lacs sur des questions de température, ou alors également de mesures en commun sur notamment, par exemple, l'oxygène présent dans ces lacs. Et puis derrière, des études complémentaires plus poussées, dans lesquelles il y a eu, par exemple, des installations de stations météo, des recherches sur les microplastiques, on va y venir pour dire quelques mots là-dessus, ou l'identification des algues et leurs évolutions par rapport à des éléments de pression. Ça, c'est que du labo, que des chercheurs, ou il y a aussi la science participative, comme sur le Léman? Là, il y a majoritairement surtout des chercheurs qui sont impliqués là-dedans. Il est vrai qu'on est moins sur de la science participative dans ce dispositif. Mais tout ça, je l'évoque sous couvert du président du GIS Lac Sentinelle, donc Florent Artaud, qui pourra compléter très largement mes propos et qui est beaucoup plus expert sur ces sujets que moi. Un petit mot sur les microplastiques. Alors, c'est vrai que les microplastiques, on va se dire... Qu'on n'imagine pas aussi haut, a priori. Alors, on ne pensait pas qu'il y avait des microplastiques dans les lacs d'altitude. Alors, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, de se dire, avec nos vêtements, il se passe des choses. Alors, le premier élément, c'est que... au niveau de ces particules, elles sont déjà de toute petite taille, c'est 1 micron et 5 mm. Les toxicités sont avérées, donc là on a vraiment des références de travaux. Et puis il y a un programme qui a été mis en place, qui est porté par l'EDITEM et Aqualtic, c'est le projet Plastilac, et qui est notamment intervenu sur les lacs d'altitude pour avoir justement des éléments de prélèvement et de connaissance, avec des analyses tout un matériel un peu sophistiqué, le Mantamaran, bon voilà ça...
ça donne un peu une petite originalité d'équipement. Il faut aussi quelque part aller prélever les sédiments, donc il y a aussi de la plongée, pour aller récupérer du coup derrière des éléments qui font l'objet d'analyse. Mais Montamaran, ça vient de quoi? Montamaran, c'est bizarre ce nom. C'est toi qui l'as inventé? Ah non, ça c'est l'équipe de chercheurs qui a trouvé ça marrant, donc ils ont appelé ça Montamaran, je pense. D'accord. Voilà. Donc, par contre, moi, ce qui paraît important, c'est que de fait, dans nos lacs d'altitude, on a la présence de microplastiques dans tous les lacs d'altitude, en quantité très fortement moindre que ce qu'on peut avoir sur des lacs de plaine, où là, en lac de plaine, c'est 100 fois plus de microplastiques. La contamination de l'eau est limitée, mais elle est plus importante dans les sédiments, donc on a vraiment plus de microplastiques dans les sédiments. Une variabilité spatiale de la contamination qui est expliquée par les sources, d'où ça vient. Donc, alors en gros, la plus grosse origine, elle est atmosphérique. Par contre, on a aussi, quand on est présent sur site, éventuellement quand on randonne, qu'est-ce qu'on laisse au niveau de nos déchets, et c'est pas neutre. Et l'autre paramètre, c'est qu'est-ce qu'on porte sur soi. Et on revient comment ça arrive jusqu'à l'eau? Les fibres textiles, comment elles arrivent? Alors les fibres textiles, ils arrivent plus par le côté atmosphérique que par le... Voilà. C'est pas parce qu'on se baigne en maillot de bain dans les lacs. Alors après, on a aussi l'aspect baignade qui a été étudié. Ouais. Et c'est vrai que on aurait deux possibilités, et j'ose même pas le dire là publiquement. C'est soit il y a l'option de se dire on se baigne nu, on se met pas de crème solaire, et du coup ça pose moins d'impact. Je suis pas sûr que ce soit forcément accepté. Et de l'autre côté, quelque part, si on y va avec son maillot de bain, on laisse des microplastiques. Donc pour sauver les lacs, le naturisme. C'est peut-être une option, mais qui est pour le moment pas mise en avant dans les réserves naturelles de Haute-Savoie. Donc on est plutôt dans l'optique de dire qu'il ne faut plus qu'il y ait de baignade, notamment sur une période de l'année. Et on revient aussi derrière sur un élément qui est la durée de résistance modérée de ces microplastiques. C'est quelques jours seulement que ces microplastiques restent présents. Donc c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement constant. Et ensuite, ils se déposent dans les sédiments, c'est ça? Ils se déposent dans les sédiments. Et l'autre élément aussi, c'est qu'on l'a vu encore ce matin, et en venant là, j'écoutais France Inter, j'ai appris que dans notre cerveau, on avait 0,5% de microplastiques. Donc je ne savais pas que c'était le cas. Du moins, c'était une information qui était donnée ce matin sur France Inter, c'est qu'on a quelque part du plastique partout, et des plastiques sur nous qui impactent, et qui impactent aussi sur notre santé. D'où le fait de se dire comment on limite ces déchets, et comment quelque part on évite d'en avoir sur nous. Alors l'autre paramètre, c'est le réchauffement des lacs. Et là aussi, un constat, c'est que notamment si on prend 2022 comme un peu une année un peu phare, on a des températures de surface plus élevées. Et là, vous avez un peu la courbe des tendances. En 2024, c'est plus 4 degrés par rapport aux années précédentes. C'est quand même vraiment pas neutre. On a un autre élément, c'est que les périodes de glace, elle est plus courte. Les lacs sont moins prises par la glace, avec aussi sûrement des glaces moins épaisses, des températures maximales atteintes dans l'été qui sont plus élevées, et puis une stratification de l'eau qui est renforcée, donc des brassages au printemps plus durs, donc moins d'oxygène au fond du lac, qui peut avoir d'autres impacts sur la biodiversité notamment. Les observations, là on les a au niveau des eaux qui peuvent être très bas du coup, donc une variabilité du niveau de l'eau et du coup des lacs qui sont avec moins d'eau, et puis des températures marquantes, c'est-à-dire qu'avant on disait quand on montait là-haut, l'eau est froide, on s'y baigne pas. Maintenant, par exemple, en 2022, le lac d'Anterne, c'était 20 degrés. Quand il fait 20 degrés, l'eau fait 20 degrés, je sais pas, quelque part, on a plus envie de s'y baigner que quand ça fait 10 degrés, par exemple. Donc là, ça vous donne quelques illustrations. Et puis, on l'a évoqué, les nouvelles pressions sur les lacs d'altitude, c'est notamment la surfréquentation et la baignade, avec des problématiques de canicule estivale qui augmentent la fréquentation en montagne, parce que ça devient des lieux de fraîcheur. Et puis on se dit, on monte au lac, il y a quand même toute une symbolique d'aller voir ce qui se passe au niveau des lacs. Une diversification des pratiques, bivouac, randonnée, baignade. Pour nous, par exemple, sur les réserves naturelles de montagne, on peut prendre l'exemple sur la réserve naturelle des Contamines, c'est qu'on a identifié des lieux où on peut bivouaquer et d'autres où on ne peut plus, et notamment autour des lacs Jovet. Il y a une interdiction qui s'est mise en place, qui va encore être renouvelée cette année. On dit on ne peut pas bivouaquer autour des lacs, notamment de ces lacs Jovet, parce qu'aussi derrière, c'est un effet de nombre. On est arrivé jusqu'à plus de 100 tentes par certains jours de tentes qui étaient en bivouac. Là, c'est plus du bivouac, ça s'appelle du camping. Et ça nécessite aussi toute une logistique. Donc ça veut dire aussi quelquefois, et ce n'est pas l'objet premier, on est obligé d'y apporter une réglementation plus stricte, au moins sur une période donnée, mais aussi d'avoir derrière les moyens humains de surveillance et de suivi pour que tout ça reste pertinent, y compris sur des cohabitations d'usage, parce qu'à côté, on a un éleveur qui a des moutons, avec du coup aussi un patou.
et que du coup, si on met tout ça un peu dans la bonne mayonnaise, quelquefois pour que ça fonctionne, il faut que chacun ait son espace de vie qui soit fonctionnel. Pour ces lacs d'altitude, des lieux prisés, on l'a évoqué. Au niveau baignade, on l'a évoqué aussi, hein, donc l'aspect interdiction, au moins sur une période de l'année. Et puis derrière, des vrais enjeux de sensibilisation et de réglementation qui s'imposent à nous. Voilà, puis pour terminer, parce que j'étais peut-être un peu long, un programme qui se fait aussi dans le cadre de ce dispositif, c'est le programme PLOUF, qui est pollution des lacs et observation des usages récréatifs. Ça, c'est un bon acronyme. C'est pas comme FED, PP, RS, MA. Hein, voilà. Là, on comprend. PLOUF. Merci. Donc, on a PLOUF 1, on espère PLOUF 2. On va vous en parler. Là, c'est vraiment des éléments d'études, de collaboration qui se font. Là, il y avait une étude d'usage qui s'est faite par quelqu'un en Sciences Po à Grenoble. Sur le lac de Port-Noir, environ 60% des gens se trempent au moins les pieds dans l'eau et au moins 40% se baignent. Donc, ça donne un effet de tendance, une perception de la fréquentation qui est liée aux anciennes pratiques de la montagne, et avec aussi un changement de public qui a d'autres attentes et d'autres approches à la montagne qu'il faut qu'on intègre, et des études des impacts de la baignade. Les jours de forte baignade, on a augmentation de la turbidité et augmentation des concentrations en phosphore, pour prendre que ces quelques éléments qui ressortent sur ces éléments un peu de premiers travaux. Il vient d'où ce phosphore? En quoi il est lié à la baignade? Alors, on va demander l'expert à côté de toi. Quand il voudra bien rapprocher son canapé. Merci Christian. Ce qui veut dire... Merci pour ta clarté. Florent, vous êtes effectivement président du groupe d'intérêt scientifique Lac Sentinelle. En quelques mots, c'est quoi un GIS? Les gens vous voient. Alors, un GIS, donc derrière cet acronyme, donc groupement d'intérêt scientifique, en fait, c'est un regroupement de différents acteurs à la fois issus de la recherche académique, mais également scientifiques sur l'aspect gestionnaire. Et puis après, ça peut être des acteurs privés, ça peut être des communautés de communes, en fait, qui ont des objets communs et des enjeux communs. Donc là, typiquement, c'est ce qui permet dans le GIS Lac Sentinelle d'avoir à la fois cette observation et puis tout ce réseau d'acteurs autour des grands enjeux des lacs et qui se transfèrent par différentes manières. C'est financé comment, ça, un GIS? Alors ça, c'est plutôt Christian qui a la réponse, mais c'est difficile, c'est multi-financement. Et donc, c'est à la fois des financements communs des structures. Après, c'est des financements... on va taper un peu à toutes les portes. Donc, ça va être des ressources privées. Il y a aussi EDF qui est un partenaire majeur du réseau. Il y a l'Office français de la biodiversité également qui y participe. Ça peut être des financements européens. En fait, toute bonne ressource. T'as assez de sous, Christian? Dans le contexte actuel, non. Évidemment. Florent, je suppose que vous partagez le constat qui a été fait. Donc, il y a des menaces, entre guillemets, je parle bien de danger, sur fréquentation, donc le microplastique, le climat, la pollution, des espèces invasives. Il y a de quoi s'inquiéter ou globalement, ça va encore? Qu'est-ce que nous disent ces lacs, globalement? Alors, ce que nous disent ces lacs, c'est qu'ils sont en train de changer, en train d'évoluer. Alors, le problème, c'est que c'était des lacs qui étaient très peu étudiés. En fait, on avait vraiment cette vision un peu de ces lacs qui étaient loin de toutes ces activités anthropiques, de tous ces changements. Donc, finalement, ils ont été étudiés depuis une dizaine, quinzaine d'années. Donc, finalement, c'est quand même relativement peu par rapport à l'évolution. Ce qu'on observe, c'est... Pour revenir sur l'effet du changement climatique, c'est une augmentation des températures, mais pas que. On a aussi l'augmentation des événements extrêmes, des choses qu'on connaît bien ici. On a des orages de plus en plus importants également l'été. On a montré que ça a un effet également sur le fonctionnement physico-chimique du lac et donc sur sa biodiversité. On parle de changement de température, donc ça aussi, ça favorise le développement d'algues, que ce soit des algues filamenteuses ou des verdissements du lac. Donc finalement, on voit ces écosystèmes qui changent. On pourrait parler également des glaciers qui reculent. Hein. Ça, on a tous ces images en tête, mais ça fait apparaître de nouveaux lacs et ces lacs évoluent aussi très vite. Et notamment, on s'aperçoit qu'il y a certains lacs qui étaient connectés aux glaciers, qui étaient dans une eau relativement froide de 6 degrés, et d'une année sur l'autre, on a des lacs qui basculent et qui passent à 14 degrés et qui restent ensuite sur 14 degrés. Donc pour la vie
qui vit dedans, plus 10 degrés d'une année sur l'autre, c'est quand même un changement majeur. Et donc, c'est des choses voilà, qu'on est en train de suivre, qu'on est en train de documenter. Donc, beaucoup de changements. Voilà, à voir ce qu'il adviendra les années suivantes. Mais ces changements n'inquiètent que les chercheurs, n'inquiètent que les gens qui ont du savoir académique, ou ils doivent inquiéter nos amis qui nous regardent, les élus, les simples citoyens, les chargés de mission, les entreprises. Autrement dit, est-ce qu'un changement sur les lacs tout en haut, là, en tête de bassin hydrographique, doit nous permettre de nous dire, attention, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, voilà ce qui va nous arriver? Alors la question peut aussi se poser dans l'autre sens. Finalement, on a des lacs qui sont encore proches de la ressource en eau, notamment la neige qui est très importante chez nous. Et donc finalement, ils seront, sur ces questions aussi de ressources en eau, ils seront impactés moins rapidement que les systèmes en plaine. Donc on doit aussi se poser des questions par rapport à la ressource en eau plus rapidement en plaine. Ensuite, on voit que c'est des lieux qui sont multi-usages. On a du pastoralisme, on a de la pêche de loisirs, on a maintenant du tourisme. Et forcément, vu qu'il y a des enjeux sociétaux, c'est aussi des questions voilà, qui concernent toute la société et qui ne concernent pas que les quelques chercheurs qui vont faire ces suivis, en effet. Donc, parler des lacs, c'est parler de la société, parler des usages de la nature, du partage des usages. Christian. Non, mais pour faire le pendant du gestionnaire, c'est vraiment la notion de conciliation d'usage qui se trouve derrière cela. C'est-à-dire comment on vit ensemble sur ces espaces et comment on a des règles qui évoluent par rapport à ces changements, parce que c'est là qu'en même temps, tu l'évoquais Florent, c'est vrai que c'est encore des espaces qui restent plus préservés que d'autres par rapport à ce qu'on peut connaître en plaine dans certaines évolutions qui sont plus rapides. Cependant, ça reste des marqueurs. Ça reste des marqueurs clés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans, on s'est dit, on ne se limite pas à un indicateur uniquement sur les réserves de Haute-Savoie avec les lacs que j'évoquais tout à l'heure, là, les 5 lacs. C'est un réseau. Et ça nous donne un réseau de tendances où quelquefois des paramètres ne sont pas forcément les mêmes entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, pour des tendances qui peuvent varier. Par contre, aussi, les pressions et les indications qu'on peut avoir ne sont pas les mêmes non plus. Par contre, on a un regard commun entre chercheurs, acteurs économiques, par exemple EDF, usagers éventuels et gestionnaires d'espaces naturels. Et on peut là souligner quand même un acteur clé qui a relayé cela et en a fait une dimension montagne, c'est l'Office français de la biodiversité, même s'ils sont quelquefois décriés, on n'en dira pas plus, sur leur rôle et leur mission. Globalement là, il y a une synergie qui s'est posée avec une mission montagne liée à ces lacs-là, qui s'inscrivent par ailleurs à un dispositif plus global, qui est ce dispositif pour nous, qui est la zone Atelier Alpes, qui parle d'alpage sentinelle, qui parle de refuge sentinelle, qui parle de lac sentinelle, de flore sentinelle, et qui nous permettent de prendre les différents paramètres sur comment cet écosystème de très haute montagne va évoluer demain, comment on a des référentiels qui nous sont communs, et comment derrière aussi, en tant qu'acteur public, gestionnaire, élu, citoyen, on partage déjà les constats, c'est le premier élément, que quelquefois on n'a pas le même regard, et deuxièmement, comment on évolue derrière pour mettre en place les bonnes mesures qui peuvent être comprises et acceptées. On n'aurait pas ce dispositif-là, expliquer qu'il faut peut-être plus baigner, ce sera peut-être plus difficile avec un arrêté préfectoral porté par le préfet pour dire dans nos lacs, du moins certains de nos lacs, on peut plus baigner l'été puisqu'il y a un impact. C'est un impact aussi bien sur, comment dirais-je, la capacité collective d'usage que aussi derrière sur l'impact sur le milieu naturel et les espèces qui sont dedans. Et on a bien une dimension de bassin versant, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que là, on a les zones humides clés qui demain seront un peu notre stock d'eau. On va y venir. Florent, ils sont tous connectés au réseau hydrographique, les lacs. Ils se vident dans des rivières ou pas? Oui, il y a vraiment un continuum qui est important d'avoir en tête entre voilà, finalement de la goutte qui tombe sur la montagne ou du glacier et puis l'eau qui est dans notre robinet, c'est la même. Donc en effet, tout ce qui se passe là-haut, à terme, a un impact sur notre vie en plaine. Je reviendrai également, ça permet aussi par rapport à la remarque qui était faite voilà, sur la baignade et puis ces remontées de phosphore, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait d'avoir ce réseau, ça permet aussi de communiquer. Alors, toute cette question autour de la baignade, est-ce qu'il faut se baigner avec un maillot de bain au nu, je ne reviendrai pas là-dessus, mais à minima... Et vous faites quoi, vous? Moi, je ne me baigne pas. Ah bah voilà. Le problème est réglé. Mais c'est aussi, voilà, on sensibilise sur, par exemple, typiquement, voilà, quand les gens se baignent, éviter les zones où il y a du sédiment fin qu'on va venir brasser, qu'on va remettre en suspension, dans lequel le lac va devenir ensuite plus turbide, donc la vie aura du mal à se développer, les plantes à faire de la photosynthèse, donc c'est aussi de la sensibilisation sur voilà, les bonnes pratiques à mettre en place quand on est au bord du lac. Évitez de vous baigner, mais voilà, si vous baignez, faites-le plutôt sur une dalle rocheuse
que dans une zone humide où il y a de la végétation qui se développe et puis des amphibiens. Et puis faites pas pipi dans l'eau. Si possible. Si possible. Aurélie Boissezon, c'est pas la question que j'allais vous poser hein, sur vos pratiques touristiques. Et les étangs dans tout ça sont-ils également comment sont-ils connectés à tout ce réseau hydrographique? Sont-ils connectés au lac d'ailleurs? Alors ils peuvent faire partie de bassins versants de lacs, tout à fait. Ça dépend un peu des situations géomorphologiques. Alors pour le vocabulaire, hein, moi c'est vrai que j'étudie plus spécifiquement les étangs. Les étangs, c'est des plans d'eau stagnants qui sont de plus petite superficie que les lacs qui sont suivis dans le cadre du dispositif Sentinelle. C'est assez flou comme définition. Plus petit, c'est quoi? Plus petit, on les place en dessous de 5 hectares et ils font généralement moins de 5 mètres de profond. Donc ça va de la petite mare de quelques mètres carrés à 5 hectares, donc c'est quand même assez vaste, mais le principe étant qu'on a de la lumière qui pénètre jusqu'au fond, si ce n'est pas trop turbide et pas trop perturbé par X et Y activités, ou par des orages d'été, etc. Mais, donc oui, c'est des milieux qui peuvent être, en tout cas dans la zone alpine, relativement denses, alors qu'en plaine, on en a perdu énormément. En Europe, pourquoi? C'est des Ils ont été drainés? Pardon? Ils ont été drainés? Ils ont été simplement rayés de la carte, drainés pour l'urbanisation, l'agriculture intensive. Comme les zones humides? Les zones humides, en fait, ça en fait partie dans la législation. Alors que dans les zones alpines, par exemple, si je prends l'exemple, puisque je travaille en Suisse, quand on a des secteurs en zone alpine où on a encore 30 étangs par kilomètre carré, en plaine, on n'en a plus qu'un. Et ça force, ça participe non seulement à la résilience des populations de faune et des populations animales, ça densifie les populations, ça fait que les animaux, s'il y a un habitat qui est détruit dans un réseau dense de mares, peuvent toujours retrouver refuge ailleurs, donc ça c'est une force. En revanche, c'est très très vulnérable, vu que c'est des petits volumes, donc si les lacs changent vite, vous imaginez des étangs et des mares, c'est d'autant plus rapide. Donc nous, on suit aussi ça. Ils sont un reflet plus rapide du changement climatique, des grands changements en général. Il y a le travail qui a été réalisé par Marie Lamouille-Hébert, justement, dans la zone alpine ici. Elle a quand même des données sur 500 mares, hein, avec des sciences participatives. Donc au-delà de l'augmentation des températures, il y a les risques d'assèchement qui sont plus prolongés, qui viennent plus tôt. Et ça, on ne sait pas comment les communautés vont répondre. Et je parle de ça, mais il y a aussi tout un tas d'usages qui sont liés à ces milieux-là. Si vous n'êtes pas sensible au devenir du coléoptère aquatique, vous pouvez être sensible au devenir des usages liés à ces milieux aquatiques en zone alpine. Ouais. Donc il y a des étangs qui peuvent disparaître, qui disparaissent, qui ont disparu. Est-ce qu'en même temps je vous pose la question à tous, il y a des lacs, il y a des étangs qui apparaissent avec la fonte des neiges plus précoce, avec l'évolution de la pluviométrie. Les lacs a priori ont tous une origine glaciaire, mais est-ce qu'on peut avoir de nouvelles étendues d'eau ponctuelles ou permanentes? Alors, visiblement, avec la fonte des glaces et des neiges, on peut avoir la création de nouveaux plans d'eau. Je ne sais pas si ça a été... nous, en Suisse, on n'a pas encore estimé ce que ça pouvait représenter, parce que c'est lié à la topographie du terrain, etc. Et de nouveau, c'est difficile de savoir comment ils vont évoluer. C'est pour ça que c'est super de tout de suite se saisir de l'opportunité et de suivre dès que c'est possible ces nouveaux milieux qui sont créés, donc liés notamment aux fontes des glaciers, etc. Donc, quand on entend ça, on peut se dire de façon béotienne, puisqu'il y a des nouveaux lacs qui se créent, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, finalement tout ça est un cycle, hein, l'eau qui n'est pas à un endroit, finalement elle revient à un autre. D'un point de vue écologique, c'est très perturbant d'avoir un nouveau lac comme ça qui apparaît, qui disparaît. Tout dépend. Pour les communautés qui vivent dans le lac en question, oui, je dirais forcément. Tout dépend du réseau aussi. Tout dépend de ce qu'il y a comme habitat autour. On parle de bassin versant, c'est pas pour rien, c'est que tout fonctionne ensemble. Donc il n'y a pas une réponse unique à cette question. Un milieu complètement isolé dans le paysage est bien plus vulnérable qu'un milieu qui est en connexion avec d'autres milieux aquatiques. C'est bien cartographié, ça, ces têtes de réseau, ce petit chevelu hydrographique, les ruisseaux, les étangs, les zones humides. Oui. La carto est bonne, Christian? Non, mais là-dessus, on a différents biais pour avoir des
des connaissances là-dessus. Bon, il y a notamment les structures qui s'occupent de la ressource en eau, les structures gémapiennes, qui ont des états des lieux à travers les contrats de rivière ou d'autres dispositifs. Et puis nous-mêmes, dans nos espaces naturels sur lesquels on est gestionnaire, on a un état des lieux. Après, c'est vrai qu'on a des nouveaux écosystèmes qui se créent avec la fonte des glaciers, notamment des nouveaux lacs. La question derrière, c'est quelle préservation et quel usage on leur octroie, avec aussi derrière un autre élément qui est important, c'est un des paramètres, c'est la rapidité du changement. C'est-à-dire que l'adaptabilité, la temporalité reste un élément important dans ce qu'on est en train de connaître. Et on l'a vu là avec les paramètres climatiques sur les lacs, c'est-à-dire des lacs où il y avait des températures plutôt froides, on arrive à des températures chaudes, mais dans des délais très courts. Et c'est ce changement-là qui est impactant. Florent. Quelques chiffres. À l'échelle mondiale, c'est plus de 10 000 lacs qui sont apparus suite au retrait des glaciers depuis les années 1900. En Suisse, on est autour, si je ne me trompe pas, c'est 1200 lacs qui sont apparus. Mais finalement, en termes de volume d'eau, c'est peanuts. En gros, voilà, en fonction des modèles, on est sûr que c'est moins de 5% de l'eau des glaciers qui reste stockée dans les lacs, et les dernières données donnent plutôt 1%. Donc finalement, toute cette eau qui fond, finalement, elle se retrouve au niveau de la mer. C'est pour ça qu'on a aussi ces problématiques de remontée. Mais finalement, voilà, c'est quelques lacs qui se créent. Voilà, d'ailleurs, il y a toute cette notion de dynamique, de temps, de succession. Mais il faut voir que voilà, la plupart de l'eau qui fond des glaciers, elle est perdue pour nos écosystèmes alpins, elle est perdue pour nos vallées, et elle va créer des problèmes ensuite sur la zone côtière. Donc moins d'1% de l'eau des glaciers est perdue pour nos vallées. Donc il faut faire des retenues collinaires. Il faut faire en sorte que les glaciers fondent moins. C'est une façon élégante de ne pas répondre. Hugo. Gabin, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Hugo. Et du coup, ça me coupe ma transition. J'allais dire, et au milieu coule une rivière, pour voir s'il y a des cinéphiles dans... Vous l'avez vu, ce film? Oui, je l'ai vu. Il est bien, hein? Il est bien, ouais. Ouais, Brad Pitt en train de pêcher, ça reste un grand moment. Allez-y, en fait, j'allais vous faire une charnière et puis je ne l'ai pas faite parce que je l'ai oublié. Vous, ce sur quoi vous travaillez, donc c'est l'eau des rivières qui vient directement des lacs, qui vient directement des étangs. Vous avez une présentation, c'est ça? Tout à fait. J'ai une petite présentation des missions de la Fédération de pêche et de ce qu'on fait qui servira de base pour nos échanges par la suite. Eh bien, allons-y. Donc, ce qu'on voit dans les lacs et dans les étangs, on le voit a fortiori dans les rivières. Puis après, j'aurai une petite question sur les poissons. Allez-y. Parfait. Donc, voilà, là, c'est Brad Pitt, donc, dans et au milieu coule une rivière. C'est pas forcément, quand on a vu le film, c'est pas forcément un compliment, mais les pêcheurs sont pas représentatifs de Brad Pitt dans ce du coup, la pêche en Haute-Savoie, donc on est environ 30 000 pêcheurs sur le département chaque année, dont environ 12 000 qui sont des adhérents à l'année. Il faut savoir qu'on est la deuxième sport le plus pratiqué après le foot. Et donc, tous ces pêcheurs adhèrent à des associations locales, donc des associations agréées pêche et protection du milieu aquatique. Et ces 6 associations sont regroupées par une fédération départementale, donc la fédération des associations, que je représente aujourd'hui. Et cette fédération-là, on est 9 salariés, bientôt 10, dont 7 qui travaillent uniquement sur la connaissance, le suivi, la protection et la gestion des milieux aquatiques, de par ses missions statutaires et puis et légales. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble des missions, mais je vais vous parler rapidement de ce qu'on a fait sur les lacs et sur les rivières. Donc, tout d'abord, sur les plans d'eau, on gère environ 80 plans d'eau de toute nature sur le département. Donc, on a parlé tout à l'heure des définitions d'étangs, de lacs d'altitude. On a les grands lacs alpins, mais on a aussi des milieux artificiels qui sont gérés par les structures de la pêche. Et donc, dans les années 2010, on a fait un premier volet d'acquisition de connaissances sur 12 lacs, qui comprenaient d'ailleurs les lacs d'altitude qui sont encore suivis aujourd'hui. Et ensuite, on a fait une pause au niveau de l'acquisition de connaissances sur les plans d'eau. Vous comprendrez juste après pourquoi. Et donc là, on relance, à partir de cette année, un programme d'acquisition de connaissances. Donc sur 2025-2029, on va mettre en place un réseau de suivi qui va être complémentaire au réseau Lac Sentinelle et qui va s'intéresser justement plutôt à des plans d'eau ou des étangs de moyenne altitude, voire même de basse altitude. Et donc sur les 80 lacs qui sont gérés, on en a 22 sur lesquels on va faire un état initial avec un suivi complet pendant une année, avec un protocole qui est assez semblable à ce qui est fait par Aster.
Et donc on en a 22 qui sont dans ce cas de figure-là, et 10 sur lesquels on a en plus un objectif de suivi long terme, toujours un petit peu dans l'idée justement de suivre les effets du changement climatique et les effets des usages sur le long terme, même si pour la plupart de ces plans d'eau on n'a pas de détail initial, de toute façon il faut bien commencer à un moment pour pouvoir mettre en évidence une évolution. Ensuite, sur les rivières, on a un réseau qui est beaucoup plus étendu et des données qui sont disponibles depuis assez longtemps. Donc on travaille sur tout un tas de compartiments. Hein. Ça va, les poissons, la température des cours d'eau dont je vais parler juste après, mais aussi des études génétiques, des études sanitaires, des suivis de mesures de débit, enfin toute la qualité de l'eau qui sont faits donc, par la Fédération de pêche. Et donc, je vais vous parler uniquement donc, de la température et des données sur les poissons. Donc, les premières données de température ont été acquises dans les années 2000, parce que c'est un paramètre qui est absolument déterminant dans la répartition des espèces et dans la fonctionnalité des peuplements piscicoles, notamment dans notre territoire de montagne, puisque du coup, on a des cours d'eau qui, normalement, par définition, sont assez frais, des poissons qui sont adaptés à ce genre de milieu et qui sont très sensibles aux élévations de température. Et donc, depuis le début des années 2000, on a environ 2000 suivis qui ont été réalisés sur 750 stations différentes. Donc voilà, je vous ai mis une carte à titre informatif avec en jaune les données ponctuelles et en violet les stations qui ont été suivies plusieurs années et qui permettent justement de voir ces tendances. Et on a un réseau d'environ 200 stations qu'on suit de manière continue pour voir justement ces évolutions. Et les tendances alors ? Les tendances... Alors, il faut toujours être prudent parce qu'on a quand même une variation interannuelle. Hein, voilà, on voit la différence entre 2021 et 2022, par exemple, a été particulièrement flagrante chez nous. Mais globalement, on a une tendance au réchauffement sur les rivières. Ouais. Et avec du coup une logique plutôt de l'aval vers l'amont, avec du coup les portions aval de cours d'eau qui, dans la majorité des cas, sont déjà plus chaudes et peuvent être déjà un petit peu limites pour certaines espèces de poissons qui vont se réchauffer et devenir complètement inhospitalières pour certaines espèces. C'est-à-dire la truite qui remonte parce qu'il fait trop chaud, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc nous, l'espèce la plus répandue sur le département, effectivement, c'est la truite fario. La truite fario même de souche méditerranéenne, hein, si on veut aller dans le détail. Et donc c'est une espèce qui a son préférendum thermique, grosso modo, entre 4 et 19 degrés. Quand l'eau dépasse les 19 degrés, on entre déjà dans un stress. Donc après, elle tolère... malgré tout des dépassements de 19 degrés, mais à 25 degrés, par exemple, on arrive sur la température létale. Et donc, la truite va disparaître de certaines portions aval de cours d'eau, comme le bas des Us, le bas de la Menoge, ou le bas du Fier, qui étaient des milieux qui étaient très hospitaliers par le passé, qui ne le sont plus forcément. Et donc, ça vient être remplacé par d'autres espèces de poissons, notamment par des cyprinidés rhéophiles. Donc, des barbeaux, des chevennes. J'ai bien retenu ce que vous m'aviez dit. Exactement, ouais, voilà, qui sont des C'est bon espèces... ça se cuisine, c'est composé. Gustativement, c'est un peu moins intéressant. En tout cas, c'est culturellement pas très consommé chez nous. Ouais. Donc le changement climatique a un impact sur notre assiette. Voilà, on peut le voir comme ça. On peut le voir encore plus sur les lacs, sur les grands lacs alpins. Je sais pas si allez-y, enchaînez parce que le temps tourne. Mais voilà, en tout cas, ces espèces vont dans une certaine mesure remplacer, mais de toute façon, elles vont être limitées par d'autres paramètres. Elles ne remonteront pas jusqu'en haut de nos montagnes. Et donc ensuite, sur le suivi des peuplements piscicoles... vous êtes où là, vous ? Je ne suis pas sur la photo, là. On n'a que mes collègues, malheureusement. Mais du coup, le suivi des peuplements piscicoles, donc voilà, on a tout un tas notamment un protocole on utilise de l'électricité pour compter les poissons avant de les mesurer, les peser et les remettre à l'eau. Et donc les premières données viennent des années 80 et on a à peu près 1000 stations qui ont été suivies sur le département, avec pareil un réseau de suivi qui date de la fin des années 2000 et qui est toujours en vigueur actuellement et qui vient à s'élargir. Donc voilà, comme je disais, les données sont les années 80, les années 2000, c'est pas forcément assez ancien pour montrer les évolutions du changement climatique, puisqu'il nous faudrait des données beaucoup plus anciennes pour avoir une référence, mais malgré tout, le réchauffement de l'eau et vous le voyez, vous le constatez quand même. On le constate sur certains... Notamment au changement d'espèce, donc les chevennes qui remplacent les truites, pour faire très court. Pour faire très simple, c'est ça, oui. D'accord. Vous n'analysez pas les microplastiques ? On n'analyse pas les microplastiques, non. On a
d'autres paramètres qu'on étudie, hein, des maladies qui peuvent être favorisées d'ailleurs par le changement climatique et le réchauffement de l'eau, comme la maladie rénale proliférative qu'on est en train d'étudier, qui peut causer des... La maladie rénale proliférative. Tout à fait, ouais. Ça n'a pas l'air mal. Quand l'eau est trop chaude, cette maladie peut se développer et causer des taux de mortalité proches de 100% sur certaines rivières. D'accord. Donc c'était déjà le cas il y a 10 ans sur certains cours d'eau du Bas-Chablais, par exemple. Et donc on est en train d'étudier l'évolution de cette maladie, par exemple. On parle poisson, on associe les lacs aux poissons, un lac de qualité. Moi, c'est ce que j'apprenais il y a 30 ans en diplôme d'ingénierie de l'environnement. Un bon lac, c'est un lac avec des poissons, et en fait, non, c'est les pêcheurs qui les ont introduits. D'accord, là, je fais un blanc, là. Bah après, effectivement, pour un lac avec des poissons, en fait, ça dépend de quel lac on parle, en fait. Parce que globalement, un lac de qualité est un lac avec des poissons, c'est globalement vrai. Par contre, effectivement, il y a quelques milieux, notamment les milieux de haute altitude, qui sont historiquement déconnectés du réseau hydrographique, sur lesquels on n'a pas de poissons, et ça a été introduit à partir du Moyen-Âge. Pardon, c'était introduit à partir du Moyen-Âge. Ah oui, donc c'est pas la fédé de pêche, c'était bien avant. Non, et puis après, on parle malgré tout d'un nombre de lacs assez réduit par rapport à l'ensemble du panel de lacs du département. Mais Florent, il y a un poisson qui vous emmerde, c'est le verron. Ah ouais. On n'a plus une demi-heure, il faut faire court là. Voilà, juste rappeler qu'en effet, les lacs d'altitude dont on a présenté au début sont à l'origine des lacs apiscicoles, des lacs sans poissons, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'y remonter. Donc en effet, il y a eu l'introduction de poissons, notamment au Moyen-Âge, pour des questions de pastoralisme, c'était un peu le frigo des bergers. Et puis en fait, cette pratique-là s'est intensifiée à partir des années 1950 et puis 1980, notamment pour la pêche récréative. Voilà. Donc on introduit finalement un prédateur dans un milieu où il n'y avait pas de prédateur. Donc voilà, ça a eu des conséquences, notamment sur les amphibiens et puis sur certains invertébrés. Donc c'est des choses voilà, qui sont assez bien montrées. La bonne nouvelle, c'est que ce qui a été montré également par nos collègues, notamment italiens et espagnols, c'est que dans certains lacs où il y a plutôt des enjeux de biodiversité, et finalement la pratique de pêche de loisirs n'est plus forcément soutenue. Quand on retire les poissons, en fait, on revoit revenir assez rapidement les invertébrés et les amphibiens. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qui pose problème, voilà, c'est ce verron, ce petit poisson qui est surtout utilisé qui était utilisé pour la pêche au vif, qui normalement voilà, est interdit d'être relâché dans ces lacs, mais il y a toujours voilà, il y a pu avoir des relâchés sauvages, et en fait ce poisson est très difficile à extraire, et lui il a notamment un impact sur les berges du lac qui pose pas mal de problèmes en termes de verdissement, qui peut poser des problèmes en termes de verdissement et de biodiversité. Donc ça c'est des choses qui sont actuellement voilà, en train d'être travaillées en collaboration entre les gestionnaires des lacs, les utilisateurs fédés de pêche et les scientifiques sur l'ensemble des territoires alpins. Ça se mange un verron ? J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'a priori c'est très bon en friture. Je n'ai pas pu encore tester, mais voilà, c'est peut-être aussi une façon finalement de retirer un peu de verron de certains lacs. Donc allez pêcher, mesdames, messieurs, le verron, tout nu évidemment, sans crème solaire. Et on en fera une friture. Aurélie Boissezon, le verron, la truite, il y a des espèces que vous aimez bien qui sont de bons indicateurs de la qualité des étangs. Parlons de l'eau des étangs. Passez-lui le micro, Florent. Ne gardez pas pour vous. Je vais essayer de ne pas le faire tomber ce coup-ci. Alors nous, spécifiquement, dans les étangs d'altitude, où il y a finalement pas toujours... Enfin, ça dépend à partir de quelle altitude. Nos espèces préférentielles, c'est effectivement au sein des invertébrés. Donc les invertébrés, pour l'histoire, c'est en gros des insectes, des mollusques qui ont un stade larvaire dans l'eau. Et dans ces milieux-là, donc non seulement on a des espèces qui sont spécifiques des climats froids, c'est des espèces qu'on appelle boréo-alpines, c'est-à-dire c'est des relicts de la dernière période glaciaire qu'on retrouve plus que dans ces zones alpines et en gros généralement plutôt en nord de l'Europe, en Scandinavie. Donc elles sont au sud de l'horaire de répartition, c'est ça ? Voilà, donc c'est soit elles montent en altitude, soit en latitude, pour trouver des conditions qui correspondent à leurs exigences thermiques, de la même manière que les poissons, les truites ont aussi des exigences thermiques. Donc c'est des indicateurs pour nous de ces paramètres de changement climatique en tout cas. On s'attend effectivement à ce qu'avec le réchauffement, on ait soit possibilité pour ces espèces de migrer vers des altitudes plus importantes, ou alors simplement de disparaître. Donc c'est vrai qu'on utilise ça, odonate, libellule, le terme français.
des petits coléoptères et puis des... Des moustiques? Non, des diptères. Des diptères, pardon. Ah oui, les chironomes, je pensais que c'était des moustiques. Non, ça ne pique pas. Ça pique pas. Mais ça agace les gens souvent au bord du lac Léman, c'est des petits moucherons qui volent. D'accord. Mais c'est des bons indicateurs de la qualité du substrat. Christian, pour terminer, comment on gère, tu en parlais tout à l'heure, comment on gère, est-ce qu'il est possible de bien gérer les usages qui doivent se multiplier, des paysages alpins, des lacs, entre les promeneurs, entre les baigneurs, entre les pêcheurs, entre les chercheurs, entre les éleveurs, les naturalistes? Comment on gère? Bon, déjà, c'est pas Aster tout seul, c'est une démarche d'une politique publique. Là, dans le cas présent, pour ce qui nous concerne, c'est la gestion des réserves naturelles de Haute-Savoie et tout particulièrement les réserves de montagne, alors, qui ont quand même une particularité, à la différence peut-être d'autres départements, c'est que c'est 5% de la surface du département, c'est 22 000 hectares, et que là-dedans, derrière, il y a déjà un cadre de planification de la gestion, avec aussi du coup un élément de surveillance, mais surtout, avant tout, de médiation, de conciliation d'usage sur place, et dans lequel, un des éléments qu'on constate, vu qu'on a une augmentation de la fréquentation qui est notamment liée à la période post-Covid, mais pas que, mais ça s'est accentué, on a derrière un besoin d'accompagnement et de structuration de comment on accueille. Comment on accueille, c'est déjà la question, on part d'où pour aller où? Donc c'est déjà l'organisation des flux. Plus on a une distance pour accéder à un point, si on doit y aller à pied, c'est pas pareil que d'y aller en voiture, que d'y aller en vélo. Donc ça, c'est déjà une question qui se situe en dehors de l'espace protégé, les modes d'accès, l'aspect mobilité. Et le deuxième élément, sur l'espace protégé, comment on structure l'activité? Pour nous, un constat, c'est déjà un élément d'information. Il est différent d'avoir un lac, je prends par exemple l'exemple du lac Blanc, où quelque part on a une photo, il n'y a personne, ou alors une photo où il y a plein de monde. Et on aurait pu faire les deux contrastes. La beauté du lac tout seul, et quelque part, les lacs d'altitude sont rentrés dans un élément de symbolique, d'image d'Épinal, et donc on a envie d'y aller. Avant, on y faisait de la randonnée, c'était une étape, maintenant c'est une destination. Et donc du coup, vu que c'est une destination, c'est comment on organise l'activité autour. Et de fait, on arrive à un constat où il y a une communication à avoir, pas tout seul, notamment avec les collectivités et les offices du tourisme, pour dire quel message on porte. Des messages de comportement, quelquefois c'est quelque part tout simplement déjà des messages de civilité, de principes de base, de respect du lieu, de ne pas laisser ces déchets, quelque part de dire, il y a une période où on ne peut pas s'y baigner, ou pas s'y baigner du tout plutôt. Derrière aussi, c'est comment on respecte les activités plus traditionnelles présentes, notamment l'activité pastorale. Et donc du coup, on ne peut peut-être pas avoir plein de tentes à un endroit donné au niveau bivouac, parce qu'on a envie d'être là-haut, et que quelque part, c'est un îlot de fraîcheur, et on va peut-être y faire un feu alors qu'on n'a pas le droit. Et donc du coup, derrière, on vient à une réglementation qui est du coup coordonnée avec les services de l'État, arrêté préfectoral, coordonnée avec les collectivités locales, pour voir aussi jusqu'où va l'acceptabilité, et pas forcément la même en fonction des territoires sur lesquels on intervient, et dans lequel derrière, il faut aussi qu'on ait les moyens de faire. Nous, notre activité, je vais juste en dire deux mots là-dessus, les réserves de montagne, avant, c'est une activité qui était fortement estivale, et quelque part, on n'avait pas ces pressions-là. Maintenant, on est rentré dans une phase où les pressions, c'est toute l'année. Et donc, du coup, les zones de quiétude hivernale sont à prendre en compte, les zones de préservation et de gestion sont à prendre en compte. Et voilà pour donner un petit peu le contexte d'ensemble. Deux questions très courtes, deux réponses très courtes. Un, est-ce qu'à un moment ou un autre, vous devrez établir, vous, gestionnaire, un quota de nombre, un quota de touristes, de randonneurs et autres par jour? Pour le moment, on est plutôt sur un quota de nombre de bivouacs. D'accord. Ce qui est déjà donc il n'y a pas un quota de nombre de randonneurs en été. Vous y pensez quand même. Il sera difficile de mettre un élément de tourniquet qui va dire vous pouvez passer, vous ne pouvez pas passer. Donc c'est plutôt l'organisation des flux. Et ce n'est pas forcément si à certains endroits on a beaucoup de fréquentation que ce soit un problème, pour avoir des notions de pot de miel, je ne sais pas si c'est bien compris, mais c'est plutôt comment tout ça se répartit et comment on limite globalement les pressions et qu'on maintient encore un écosystème fonctionnel. D'où ma deuxième question, réponse très courte. Est-ce qu'à un moment ou un autre, comme d'autres, les calanques l'ont déjà fait, l'accès sera payant pour gérer les flux? Alors actuellement, ce n'est pas l'orientation donnée. Mais il y a un tabou qui a été levé en France. C'est une question qui n'apportait qu'une réponse non, et aujourd'hui plus du tout. Il y a des gestionnaires de parcs nationaux qui y pensent. Oui, après je pense que c'est une décision qui est plus... Je vais peut-être me tourner
vers le législateur ou le sénateur pour voir si quelque part on est dans une logique au niveau... je pense qu'actuellement, on n'est pas dans une logique de rendre nos espaces naturels payants à ce jour, sachant que derrière, on bénéficie d'aides publiques, qui sont les impôts des citoyens, pour gérer ces espaces-là. Donc je pense qu'il y a cette dimension-là qui a sens. La question, c'est comment on se donne les bons moyens de faire et comment on a une politique globale d'aménagement du territoire qui n'est pas que l'espace protégé. Ce n'est pas un coup de zoom, c'est dans sa globalité que ça doit être pris en compte, surtout sur des territoires où globalement la population augmente et où globalement l'usage du sol et son urbanisation est en progression. Donc c'est comment trouver le bon équilibre dans ce cadre-là. Et là, il y a des outils de planification qui le permettent avant d'aller sur l'outil de protection. Parfait, merci. Voilà une piste lancée pour la plénière institutionnelle. Tout à l'heure, vos questions, vous les gardez pour tout à l'heure. Je voulais laisser le temps à nos amis de poser le cadre. Eh bien, c'est l'heure de la pause et du village des solutions. Rendez-vous dans 20 minutes. Merci à vous.